Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve sur D2 Studio et aujourd'hui on va repartir un petit peu avec la série The Witcher, donc on va arrêter un petit peu de Doctor Who. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de George Washington. Alors, la famille Washington était une riche famille de planteurs de Virginie qui avait fait fortune grâce à la spéculation foncière et à la culture du tabac. L'arrière-grand-père de George Washington, qui était dénommé John Washington, a immigré en 1656 de Sulgrave, dans le Northamptonshire, en Angleterre, vers la colonie anglaise de Virginie, où il a accumulé 5000 acres, ça fait 2000 hectares de terre, y compris Little Hunting Creek sur la rivière Potomac. George Washington est né le 22 février 1732 à Pop Creek, dans le comté de Westmoreland, en Virginie. Son père était un juge de paix et une personnalité publique éminente, qui avait 4 enfants supplémentaires de son premier mariage avec Jane Butler. La famille a déménagé à Little Creek Canteen en 1735. 3 ans plus tard, en 1938, ils ont déménagé à Ferry Farm, près de Fredericksburg, en Virginie, sur la rivière Rappahannock. À la mort d'Augustine en 1943, Washington hérita de Ferry Farm et de 10 esclaves. Son demi-frère aîné Lawrence a été de Little Hunting Creek et l'a renommé le mont Vernon. Washington n'a pas reçu l'éducation formelle que ses frères aînés ont reçue à la Appleby Grammar School en Angleterre, mais il a appris les mathématiques, la trigonométrie et l'arpentage. Il était un dessinateur et un cartographe de talent. Au début de l'âge adulte, il écrivait avec une force considérable et une précision. Cependant, son écriture a montré peu d'esprit ou d'humour. À la recherche de l'admiration, du statut et de pouvoir, il avait tendance à attribuer ses défauts et ses échecs à l'inefficacité de quelqu'un d'autre. En 1752, le service de Lawrence Washington, en tant qu'adjudant général de la ministre de Virginie, incita son demi-frère George à solliciter une commission. Le lieutenant-gouverneur de Virginie, Robert Dinwiddie, nomma George Washington major et commandant de l'un des 4 districts de la milice. Les Britanniques et les Français se disputaient le contrôle de la vallée de l'Ohio. Pendant que les Britanniques construisaient des forts le long de la rivière de l'Ohio, les Français faisaient la même chose en construisant leurs forts entre la rivière de l'Ohio et le lac Erie. En octobre 1953, Dinwiddie nomma Washington en tant qu'envoyé spécial. Il avait envoyé George pour demander aux forces françaises de quitter les terres qui étaient revendiquées par les Britanniques. En 1954, Dinwiddie a promu Washington en lieutenant-colonel et commandant en second du Virginia Regiment de 300 hommes, avec l'ordre d'affronter les forces françaises à la fourche de l'Ohio. Washington partit pour la fourche avec la moitié du régiment en avril, mais apprit bientôt qu'une force française de 1000 hommes avait commencé la construction du fort Dunkest là-bas. En mai, après avoir installé une position défensive à Great Meadows, il a appris que les Français avaient établi leur camp à 7 miles, 11 km. Il décide donc de passer à l'offensive. Le détachement français ne comptait qu'une cinquantaine d'hommes, alors que Washington avançait le 28 mai avec une petite force de Virginiens et d'Alliés indiens pour entendre une embuscade. Donc cette bataille est connue sous le nom de la bataille de Jumonville, Glen ou l'affaire Jumonville. Elle a été contestée, mais les forces françaises ont été tuées, sur le coup avec des mousquets et des haches. Le 6 janvier 1959, Washington, à l'âge de 26 ans, épousa Martha Dandridge Custis, la veuve de 27 ans du riche propriétaire de la plantation Daniel Park Custis. Le mariage eut lieu dans la propriété de Martha. Elle était intelligente, gracieuse et expérimentée dans la gestion d'un domaine de planteurs, et le couple a créé un mariage heureux. Le mariage a donné à Washington le contrôle du tiers des intérêts de la dot de Martha dans le domaine de Custis de 18 000 acres, c'est-à-dire 7300 hectares, et il a géré les 2 tiers restants pour les enfants de Martha. Le domaine comprenait également 84 esclaves. Il est devenu l'un des hommes les plus riches de Virginie, ce qui a accru encore plus son statut social. Par occupation, Washington était un planteur et il importait des produits de luxe, et d'autres, bien d'Angleterre, les payant en exportant du tabac. Ces dépenses extravagantes combinées au prix du tabac lui laissèrent 1800 livres de dette en 64, le poussant à diversifier ses avoirs. Une année plus tard, en raison de l'érosion et d'autres problèmes de sol, il a changé de sa culture principale, du Mont Vernon et du tabac, il est passé du tabac au blé, ce qui a étendu les opérations pour inclure la mouture de la farine de maïs et la pêche.
Il a également pris le temps pour ses loisirs avec la chasse au renard, les danses, les pêches, le théâtre, les cartes, les backgammon et le billard. Washington a joué un rôle central avant et pendant la Révolution américaine. Son dédain pour l'armée britannique avait commencé lorsqu'il avait été écarté pour une promotion dans l'armée régulière. Opposé aux taxes imposées par le Parlement britannique sur les colonies sans représentation appropriée, lui et d'autres colons étaient également irrités par la proclamation royale en 63 qui interdisait la colonisation américaine à l'ouest des monts Algérie et protégeait le commerce des fourrures britanniques. Washington croyait que le Stamp Act en 65 était un acte d'oppression. Il a célébré son abrogation l'année suivante. En 66, le Parlement a adopté l'acte déclaratoire affirmant que la loi parlementale remplaçait la loi coloniale. Le Parlement a cherché à punir les colons du Massachusetts pour leur rôle dans le Boston Tea Party en 1944, en adoptant les lois coercitives que Washington a qualifiées d'invasion de droits et de privilèges. Washington a dit que les Américains ne doivent pas se soumettre à des actes de tyrannie, puisque la coutume et les âges feront de nous des esclaves appropriés et abjects comme les Noirs sur lesquels nous gouvernons avec une telle influence arbitraire. La guerre d'indépendance américaine a commencé le 19 avril 1975 avec les batailles de Lexington et de Concord et le siège de Boston. Les colons étaient divisés sur leur rupture avec la domination britannique et se sont divisés en deux fractions. Les patriotes qui ont été rejetés la domination britannique et les loyalistes qui ont souhaité rester soumis au roi. Le Congrès a donc créé l'armée continentale en 1975, le 14 juin, et Samuel et John Adams sont nommés Washington pour devenir son commandant en chef. Washington a été choisi plutôt que John Hancock en raison de son expérience militaire et de la conviction qu'un Virginien unifierait mieux les colonies. Il était considéré comme un leader incisif qui maîtrisait son ambition. Washington a comparu devant le Congrès en uniforme et a prononcé son discours d'acceptation le 16 juin, refusant un salaire bien qu'il ait été remboursé de ses dépenses. Il a été commissionné le 19 juin et a été chaleureusement félicité par les délégués du Congrès, dont John Adams, qui a proclamé qu'il était l'homme le mieux placé pour diriger et unir les colonies. Le Congrès par la suite a nommé Washington en tant que général et commandant en chef de l'armée des colonies, unie de toute force levée ou à lever par elle-même, et il lui a demandé de prendre en charge le siège de Boston le 22 juin la même année. Toujours dans la même année, en réponse au mouvement de rébellion grandissant, Londres envoya des troupes britanniques commandées par le général Thomas Gage pour occuper Boston. Il a mis en place des fortifications autour de la ville, la rendant imperméable aux attaques. Diverses milices locales ont encerclé la ville et ont effectué des pillages sur les Britanniques, ce qui a entraîné une impasse. Alors que Washington se dirigeait vers Boston, la nouvelle de sa marche le précéda, et il fut salué par tous. Petit à petit, il devint un symbole de la cause patriote. Lors de son arrivée, le 2 juillet 1975, 2 semaines après la défaite des Patriotes à proximité de Bunker Hill, il installa son QG à Cambridge, dans le Massachusetts, et y inspecta la nouvelle armée, seulement pour trouver une milice indisciplinée et mal équipée. Après consultation, il a lancé les réformes suggérées par Franklin, le forgeage des soldats et l'imposition d'une discipline stricte, des flagellations et l'incarcération. Il a ordonné à ses officiers d'identifier les compétences des recrues pour s'assurer l'efficacité militaire, tout en écartant les officiers incompétents. Il a demandé à Gage, son ancien supérieur, de libérer les officiers patriotes capturés de prison et de les traiter avec humanité. Donc, il y a eu plusieurs batailles pendant cette révolution. Le 16 janvier 1976, le Congrès a autorisé les Noirs libres à servir dans la milice. À la fin de la guerre, un dixième de l'armée de Washington était constituée de Noirs. La déclaration d'indépendance est une étape majeure dans l'histoire des relations anglo-américaines. Après une série de crises entre la métropole et les colonies, principalement sur les questions de taxation des produits, dont le fameux Stamp Act, le texte proclamait la naissance d'une nouvelle nation et représente un acte révolutionnaire. C'est finalement Thomas Jefferson qui élabore une ébauche. Il devint de fait le principal auteur du texte. Il finit son travail le 21 juin 1976 et le soumet au comité qui fait quelques modifications. La déclaration est encore amendée au cours des débats du Congrès. Les passages sur la traite des esclaves sont supprimés afin de ne pas mécontenter les régions du Sud. Le document définitif, écrit sur du papier de chambre, est approuvé et signé le 4 juillet par 56 délégués réunis à l'Independence Hall. Jefferson fait 6 copies du manuscrit et il souligne les passages éliminés.
La déclaration est ensuite envoyée à l'imprimerie pour être largement diffusée. La nouvelle déclaration d'indépendance prit le même temps, soit 29 jours, pour aller de Philadelphie à Charleston que de Philadelphie à Paris. Le texte initial dénonçait les propriétaires déterminés à garder ouvert un marché où les hommes peuvent être achetés ou vendus, et le roi George III a accusé de pratiquer la traite des esclaves. Le paragraphe est finalement supprimé, l'esclavage était maintenu. En Amérique, la fête nationale est le 4 juillet pour célébrer cette fameuse indépendance. Les délégués à la Convention ont participé à une présidence de Washington et lui ont laissé le soin de définir le bureau une fois élu. Les électeurs de l'État en vertu de la Constitution ont voté pour le président le 4 février 89 et Washington a soupçonné que la plupart des républicains n'avaient pas voté pour lui. La date mandatée du 4 mars a été adoptée sans quorum du Congrès pour compter les votes, mais un quorum a été atteint le 5 avril. Les votes ont été comptés le lendemain et le secrétaire du Congrès, Charles Thomason, a été envoyé à Mount Vernon pour dire à Washington qu'il avait été élu président. Washington a rapporté la majorité des voix électorales de chaque État. John Adams a reçu le deuxième plus grand nombre de voix et est donc devenu son vice-président. Washington a eu des sensations anxieuses et douloureuses. De quitter la félicité domestique du Mount Vernon, mais c'est parti pour New York le 16 avril pour être inauguré. Le président de Washington pose les bases des institutions américaines et renfloue les caisses suite aux pertes causées par la guerre. Il débute la construction du Capitole en 1993. Une taxe sur le whisky et les spiritueux est promulguée en 1991. Elle est à l'origine de la révolte du whisky entre 1991 et 1994. Ces mesures étant jugées trop sévères pour les exploitants. L'expansion territoriale des États-Unis et la migration de tribus indiennes se poursuivent, notamment lors de la guerre amérindienne du Nord-Ouest entre 1985 et 1995. Washington a eu beaucoup de problèmes de santé avant tout le long de sa vie. La variole qu'il contracte en 1951 le marqua physiquement et psychologiquement. Il souffre d'épisodes réguliers de paludisme et de dysenterie. Il attrape également une pneumonie en 1990 pendant son premier mandat de président. Ses dents souffrent de nombreuses caries dès son plus jeune âge et il se voit contraint d'utiliser des dentiers lorsqu'il devient président en 1989. Selon les historiens, la chute de ses dents pourrait être liée avec la prise de traitement contre la variole et le paludisme. Il s'est éteint dans son domaine de Mount Vernon et le 14 décembre 1999 des suites d'une infection bactérienne au larynx. Son nom, de même que son image, est attribué à la capitale fédérale et à un État et à de nombreux lieux et monuments aux États-Unis. En 1832, le sculpteur Horatio Greenough le représente, s'inspirant de la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, une des 7 merveilles du monde antique, suite à une commande du Congrès. Et donc c'est tout pour aujourd'hui, c'est fini pour cet épisode de The Voyageur sur George Washington. Comme d'habitude, si vous avez des petites précisions, n'hésitez pas à un commentaire et si vous avez aimé, un petit like.